Comme annoncé, nous avons donc ce matin en studio Abdourahim Djibril Traoré, il est le coordinateur AIC Sonsoro. Il est notre invité ce matin en parlant entre autres du niveau d'évolution du traitement phytosanitaire dans cet entretien. Abdourahim Djibril Traoré, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Merci donc, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est plutôt moi. Quel point peut-on faire des restitutions, des dispositions nouvelles régissant la vie des coopératives? Détails donc sur les séances de formation et d'information sur les dispositions pratiques entrant dans le cadre de l'organisation des prochaines AG des CVPC de la commune de Kandi. Merci beaucoup, M. Salami. Je voudrais encore dire merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Pour renouveler nos remerciements pour le fait que, votre studio nous est toujours ouvert pour que nous puissions échanger à chaque fois que besoin était avec les vaillants producteurs que nous encadrons. Alors, pour revenir rapidement à votre première préoccupation relative à la restitution de cette formation sur les dispositions régissant désormais les tests et la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires au niveau des coopératives. Il faut dire que nous avons commencé cette tournée depuis 2 jours et nous l'avons terminée hier. La première journée nous a conduit dans les coopératives de l'arrondissement des SAM. Dans la matinée, dans l'après-midi, nous sommes passés dans les coopératives de Sonsoro. Et hier, dans la matinée, nous étions dans l'arrondissement de Kassakou, avec les coopératives de l'arrondissement de Kassakou, et l'après-midi, nous étions avec les coopératives qui sont dans l'arrondissement de Donwari. Qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement? On ne va pas dire tous les articles ici, c'est un volume de document. Toute la journée ne nous suffirait pas. On va vous dire exactement peut-être ce qui paraît essentiel. Les coopératives devaient aller en assemblée générale depuis l'année dernière au moins, selon les propositions que nous on avait faites. Mais l'apparition de nouveaux intrants dans la production du coton a fait que nous avons pris un peu de recul pour dire qu'il ne serait pas trop prudent d'aller changer les acteurs à un niveau donné, au niveau des coopératives et au niveau des UCOM, même à la Fédération nationale. Ce n'est pas prudent d'aller changer les acteurs pendant que les intrants ont tout de suite changé. Ça pourrait créer quelques soucis dans l'opérationnel. Donc on a voulu les garder pour que dans la campagne, là, on puisse d'abord finir la mise en place et voir d'abord comment la campagne va se conduire. Mais pendant ce temps, au niveau supérieur, les gens ont réfléchi pour revoir un peu les textes. C'est ainsi que, par exemple, les AG au niveau des coopératives qui se tenaient dans les mois de mars ont été ramenés au mois d'avril. En mars, c'était une période encore où les gens ne sont pas totalement prêts pour faire le bilan. On a fini peut-être de vendre le coton, mais tout le monde n'a pas encore reçu ses fonds coton. Et pour faire un bilan, il faut finir avec les fonds. Donc on a ramené ça en avril pour être sûr que tout le monde finira. Et dans les assemblées générales, pour les prévisions ici, on les avait mis à septembre, maintenant c'est décalé vers octobre. Ça c'est une première réforme. L'autre réforme qui a été apportée au niveau des tests, c'est, comment on appelle ça, la disparition des UD. On parle des coopératives au niveau villageois, au niveau village, pardon. On parle des UCOM au niveau de la commune. Entre-temps, il y avait des UD au niveau de tous les départements, mais on n'a pas perçu leur pertinence pendant longtemps. Donc les gens ont supposé qu'il n'y a plus lieu d'avoir des UD, mais il y a des régions. Aujourd'hui, nous avons 4 régions. Il y a la région Alibori qui prend les 6 communes de l'Alibori. Il y a la région Borgou avec les 8 communes de Borgou. Il y a la région Atakora Donga, c'est-à-dire l'ancien Atakora, qui couvre, je crois, les 13 ou 14 communes. Je crois que c'est 13. Et il y a maintenant du centre jusqu'au sud. Ça fait 4 régions maintenant, ce n'est plus des UD. Mais la FN reste, la Fédération nationale des producteurs reste. Ça fait une autre réforme qui a été apportée au niveau des tests. Il y a également les membres du conseil d'administration au niveau des coopératives qui est passé de 12 à 9. C'était 12, mais il y a des gens parmi eux qui ne connaissaient même pas leur rôle. Ils étaient pléthoriques, mais à peine 4 ou 5 travaillaient normalement. Donc les gens pensaient qu'il faut réduire ça et ils ont ramené ça à 9 au lieu de 12. Mais leur mandat est de 5 ans maintenant, au lieu de 3 ans anciennement. C'était 3 ans avant, mais maintenant, c'est allé à 5 ans, renouvelable indéfiniment. Lorsque vous êtes bon, vous pouvez rester à votre poste pendant tout le temps que les collègues producteurs ont besoin de vous.
Mais il y a le conseil de surveillance, ceux qu'ils appellent entre eux des gendarmes. Au niveau du bureau, ceux qui suivent le bureau, eux aussi ils ont un mandat désormais de 5 ans, mais non renouvelable. L'expérience a montré que lorsqu'on vous désigne pour surveiller quelqu'un et que vous le surveillez pendant un temps, vous finissez par devenir amis et la surveillance cesse. Donc quel que soit le bilan du conseil de surveillance, après 5 ans, on le renouvelle automatiquement. Voici entre autres les dispositions que nous avons essayé de partager avec les producteurs pour qu'ils s'apprêtent pour que d'ici peut-être, je dis, c'est pas nous qui décidons, mais je pense que nous on a le travail. Notre travail à faire, c'est de les informer déjà de ces dispositions pour que déjà peut-être d'ici le mois prochain ou dans 2 mois ou plus, on puisse convoquer les assemblées générales et qu'elles se tiennent dans les normes. Oui. Et vous venez donc d'étaler l'essentiel sur la tenue des prochaines assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Et cette fois-ci, dites-nous, quelle est l'importance d'une assemblée générale extraordinaire et ordinaire, et extraordinaire, bien sûr, dans votre collaboration avec les CVPC? Bon, nous parlons d'assemblée générale extraordinaire parce que, je le disais tantôt, leur mandat normalement était de 3 ans. Ah oui. Mais il se trouve qu'actuellement, personne n'est plus sous mandat. Ils ont tous passé plus de 3 ans. Lorsque c'est le cas, vous n'êtes plus en assemblée générale ordinaire, mais ça devient extraordinaire. C'est-à-dire, l'extraordinaire, ça arrive lorsque ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas le moment, il fallait le faire que vous le faites, ou bien il y a peut-être quelque chose qui vous fait que vous rapprochez l'assemblée générale, ou bien que vous avez fait après délai, donc ça fait extraordinaire. C'est un peu de cela qu'il s'agit maintenant. Parce qu'il y en a qui sont au poste depuis 6 ans, depuis 8 ans, depuis 10 ans. Il y en a qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas un souci. Si les gens sont bons et qui sont encore au poste, ce n'est pas grave. Mais il y en a qui ne sont peut-être pas bons. Il dit peut-être, je n'ai aucune preuve. Mais les gens ont besoin de les changer. Il faut leur donner cette chance-là. C'est ça qui nécessite ces assemblées extraordinaires que nous voulons organiser. Que nous allons les aider à organiser. C'est eux qui organisent, mais que nous allons superviser avec eux. Maintenant, les assemblées ordinaires vont se tenir chaque 5 ans, comme je l'ai dit maintenant. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, ça dit dans 1 ou 2 mois là, ce serait les premières assemblées générales, en fait, qui seront extraordinaires, mais qui va déjà commencer pour les 5 ans. Mais ceux qui seront élus maintenant n'auront pas totalement les 5 ans, parce que les CEPC font leur assemblée générale dans le mois d'avril, pour prendre service au plus tard le 1er mai. Au niveau ICOM, l'assemblée générale doit s'organiser au cours du mois de mai, pour qu'ils prennent service au plus tard le 1er juin. Et au niveau de la FN, les organisations se font autour du mois de juin et au plus le 1er juillet, ils prennent service. Ça veut dire quoi? Nous sommes déjà là en août. Dans une semaine, on va rentrer en septembre. Ceux qui seront élus cette année vont finir en 2028, mais respectivement en avril, en mai et en juin, selon qu'ils soient de la CVPC ou bien de l'UQOM ou bien de la FN. Donc ils auront 5 ans, mais amputés de quelques mois. Parce que nous avons déjà dépassé avril, mai et juin de l'année en cours. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Oui. Et cette fois-ci, qui sont ceux qui doivent participer à ces assemblées? Une organisation, les CEPC sont des organisations libres. La loi 1901, ça dit vous adhérez librement. Mais ils ont les tests qui les régissent. Et il y a aussi, surtout ce qui fâche le plus, vous le savez, c'est souvent les cotisations, les parts que chacun doit apporter. Vous ne pouvez pas participer à une assemblée générale lorsque vous n'avez pas souscrit à votre part, normalement. Donc tous ceux qui sont adhérents à des coopératives doivent normalement être ceux qui sont à jour. Mais les premières qualités pour participer même à ces assemblées générales, c'est d'abord d'être producteur de coton. Parce qu'il n'est pas exclu de savoir que parfois quand il y a assemblée générale, c'est ceux qui ne font jamais le coton qui surgissent dans la salle et qui sont même candidats à tel ou tel poste. Donc cela n'est pas normal. Pour être dans les bureaux, dans ces instances-là, il faut d'abord être producteur et être à jour vis-à-vis de tout ce qu'il faut, à savoir les quotes-parts et les cotisations, et être aussi un bon producteur. Même quand vous produisez du coton et que vous êtes à jour vis-à-vis de tous les tests, mais si vous n'êtes pas un bon producteur, vous n'êtes pas indiqué normalement pour diriger les autres. Et oui. Que peut-on savoir cette fois-ci sur la tenue de ces assemblées-là, c'est-à-dire pour être plus clair, quelles sont les activités qui seront donc à l'ordre du jour de cette assemblée? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? L'assemblée générale sera convoquée d'abord par les présidents qui sont au poste en ce moment, au moins 15 jours avant la date
Vous êtes président, vous faites la convocation, vous l'adressez à tous ceux qui adhèrent à votre coopérative pendant au moins 15 jours pour que les gens aient l'information et se préparent. Ceux qui veulent les candidats vont préparer leur candidature, etc., etc. Le jour de l'Assemblée générale, il y aura lecture et amendement des règlements intérieurs et des nouveaux statuts. Et ensemble, ils vont s'approprier ces nouveaux tests-là. Et il va être aussi donné lecture des différents postes pour lesquels les gens pourront compétir. Et en ce moment, peut-être on va ouvrir les élections pour que chacun puisse poser sa candidature pour tel ou tel poste. Ce qu'il y allait peut-être préciser, c'est que ce qui est souhaité, c'est que l'élection soit de façon consensuelle, que ça se fasse par consensus. Mais s'il n'y a pas consensus, bon, les gens seront obligés d'aller au vote. L'autre précision aussi que je voulais apporter, surtout au niveau de l'UQOM, c'est que le président de l'UQOM doit sortir de l'arrondissement qui produit le plus de coton. Lorsque prend la commune de Kandi, par exemple, on prend les 10 arrondissements, chacun de ces 10 arrondissements a des producteurs de coton. Oui. Mais pour que le président soit élu, il faut qu'il sorte de l'arrondissement qui produit le plus de coton. Et sur les 3 années, sur les 3 dernières années, donc si les élections doivent avoir lieu cette année, on doit considérer la campagne en cours, c'est-à-dire 2022-2023. 2022-2023. Voilà. Et puis on va derrière, on va trouver 2021, voilà. 2022, et puis 2022. Donc les 3 dernières campagnes seront prises en compte. On fait la moyenne, l'arrondissement qui a le plus grand poids de production, c'est cet arrondissement. Est-ce qu'il faut aussi tenir compte de la campagne actuelle, c'est-à-dire la campagne 23-24 dans la... Non, ça va être un peu difficile parce qu'on n'a pas encore les statistiques de cette campagne-là. Elle est en cours, rien n'est encore totalement fixe par rapport à ça, tout peut changer. Donc on va juste considérer les 3 dernières campagnes. Et oui, pour les 3 dernières campagnes, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'arrondissement qui a produit plus de coton dans la commune de Kandi? Pourquoi vous me demandez ça maintenant? Vous voulez qu'ils vous disent en même temps d'où le président va sortir? Mais les gens ont l'habitude de dire que l'arrondissement d'Angara-Debout est l'arrondissement qui produit plus le coton dans la commune de Kandi. Mais maintenant que vous avez l'information, vous me posez la question. Je peux confirmer en attendant. C'est pour avoir la confirmation, puisque c'est vous qui êtes dans le domaine. Je peux confirmer en attendant qu'il soit contredit par les chiffres. Statistiques, voilà. Les chiffres. Et voilà. Bon, on peut retenir... Peut-être assez nouveau encore, la précision qu'il faut apporter, parce que même au sein d'un arrondissement qui sort premier au niveau de la production, au niveau communal, il peut arriver des prétendants. C'est-à-dire, tu es dans Ngara-Debout, je suis dans Ngara-Debout, je suis candidat, tu es candidat. Et puis on peut avoir donc 2 candidats ou 3 candidats dans le même arrondissement. Bien sûr, dans le même arrondissement. Les critères, c'est que l'arrondissement qui produit plus de coton ou l'arrondissement qui a produit plus pendant les 3 dernières campagnes, là, soit gagne la présidence. Voilà. Mais lorsqu'il y a plusieurs candidats au niveau de l'arrondissement, comment ça doit être tranché? Il va falloir qu'on les renvoie au consensus, à la négociation entre eux, et qu'ils fassent des concessions. Bon, s'ils ne s'entendent pas, on passe au vote. Non, même avant le vote aussi, il faut aller voir aussi dans quelle coopérative chacun de ces producteurs-là se retrouve. Si vous produisez dans la coopérative, je ne sais pas moi, de Touy, et que moi je produis à Tia, et que c'est Touy qui produisait plus que Tia, donc au moment où on n'a pas eu de consensus, on va privilégier celui qui produit le plus. Voilà un peu. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le coordinateur AIC Sonsoro. Votre nom c'est Abdourahim Djibril Traoré. Vous êtes dans ce studio ce matin pour donc parler entre autres du niveau d'évolution du traitement phytosanitaire dans cet entretien que nous sommes en train donc de dérouler. On a fait déjà le point des assemblées qui sont en cours de préparation. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons aborder le sujet lié donc au traitement phytosanitaire. Qu'en est-il donc de l'évolution de la veille phytosanitaire, ce qui est fait, ce qui reste à faire pour une campagne réussie? Je crois que vous abordez là le pan le plus important pour moi de cet entretien, parce que le coton, pour l'avoir, c'est vrai que toutes les étapes sont essentielles, mais la plus importante, c'est la phase de la veille phytosanitaire. Parce que cette phase-là, si vous la ratez, c'est que c'est fatal pour la production. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs jours, depuis un temps, il y a des récriminations qui viennent de partout par rapport à la qualité de certains produits qu'ils ont réussi à consommer. Mais lorsque nous avons eu l'information, très rapidement, nous sommes descendus sur le terrain nous-mêmes pour aller faire le constat
et que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, bon, les récriminations pour la plupart étaient fondées. Tout de suite, nous avons ordonné, en fait, avec les patrons, il a été donné l'ordre de changer rapidement ce produit-là et on les a donné des alternatives, ce que nous appelons des alternatives. Eux, ils appellent ça premier, ils savent de quoi je parle. Alors, ces produits-là, ils l'ont déjà suffisamment utilisés parce qu'on les a eu en quantité suffisante. Et là, il y a 3-4 jours derrière, j'ai reçu une mission de Cotonou. Nous sommes allés dans les champs ensemble avec la mission. Nous sommes allés dans les champs à Kassakou, à Donwari, à Sinawoguru et un peu partout. On a eu du mal à trouver des ravageurs dans les champs. Les producteurs peuvent ici appeler pour témoigner. La pression parasitaire a énormément baissé parce qu'on a changé les produits qui sont de bonne qualité cette fois-ci. Et aussi, il faut le reconnaître, l'arrivée des pluies nous ont beaucoup aidé. Parce que je l'avais dit ici une fois, les ravageurs n'aiment pas trop quand il y a l'eau. Mais lorsqu'il y a sécheresse, après 2-3 jours, en même temps, ils prolifèrent. Donc on a la chance, depuis un moment, on a la pluie. Et les produits qu'on a changés ont fait qu'aujourd'hui, nous avons la maîtrise. Mais il y a une chose que je voulais dire et que les producteurs doivent comprendre. Et je voulais le dire sincèrement. Ils sont tellement accrochés à un produit qu'ils appellent Thalis. Ce produit ne tue pas tous les ravageurs. Ce produit a des ravageurs cibles. Et son ravageur cible, le ravageur le plus visé par ce produit, c'est ce que nous appelons Helicoverpa amigera. C'est vrai, il est très redoutable, mais aujourd'hui, là, à l'heure où nous sommes là, ce ravageur a déjà beaucoup baissé pour dire qu'il n'est même pas existant dans certains champs. Mais il y a de nouveaux types de ravageurs qui sont dans les champs que Thalis ne tue pas et qui ne peut jamais tuer. C'est pourquoi nous leur demandons de laisser Thalis et Bête Expert là présentement d'abord et de prendre ce qu'ils appellent deuxième. Ça, c'est des binaires acaricides. Notamment, les deux binaires acaricides dont nous disposons aujourd'hui, c'est le Bella et le Pyro. Il y a des ravageurs qui sont aussi redoutables que Helicoverpa, que Thalis ne peut pas tuer. Ils n'ont qu'à venir rapidement dans les magasins de Sodeco pour prendre Bella ou Pyro et aller faire ces traitements qu'ils appellent deuxième. Ça paraît extrêmement important parce qu'on s'est rendu compte que bon, Thalis est tellement bon pour eux qu'ils s'en accrochent et je l'ai dit ici, ce n'est pas le même produit qui tue tous les ravageurs. Ils vont faire le travail à moitié. Ils n'ont qu'à venir chercher les Pyro pour faire les deuxièmes. Et pour finir, lorsqu'ils vont faire le Pyro ou le Bella une fois, normalement c'est suffisant. Mais si les attaques persistent, on peut leur recommander de faire le même traitement pour une deuxième fois. Mais dès qu'ils vont finir ce traitement-là, il y a la deuxième génération de Helicoverpa qui revient. C'est-à-dire ceux qui étaient là à la première génération et qui ont pondu les œufs. À un moment donné, il y a ces œufs-là qui éclosent et les larves qui deviennent encore des Helicoverpa adultes reviennent au cours du mois de septembre, vers la fin du mois de septembre. En ce moment encore, il y a la pluie qui baisse, c'est le début de la saison sèche et ils sont là. Donc on leur recommande cette fois-ci de retourner aux alternatives, notamment le Bête Expert et le Thalis pour faire encore 2 traitements là-bas. Et enfin, le dernier traitement que nous leur recommandons, c'est ce qu'ils appellent Gamma. Ce traitement aussi paraît extrêmement important parce que c'est ça qui permet de maîtriser les ravageurs qui viennent saboter le coton. J'appelle sabotage les ravageurs qui ont un bec un peu allongé et qui fixent leur bec au sein du coton pour aller sucer le liquide qu'il y a au niveau des graines et qui rendent le coton peut-être léger. Le poids du coton, ça ne réside pas dans le coton, ça réside dans les graines. Si ces ravageurs ne sont pas combattus, ils vont sucer tout le liquide qu'il y a dans les graines et ça fait que le coton ne va pas peser. Et mieux, quand ils finissent de sucer, comme on appelle ça, le liquide qui est dans les graines du coton, les excréments et les rejets sont collants. Et lorsque vous récoltez ce type de coton, vous vous rendez compte que ça vous colle les mains. Et à la longue, ça finit par même déprécier le coton. Ça devient noir. Ou bien ça forme ce que nous appelons des quartiers d'orange. C'est un coton qui tente d'ouvrir, mais il n'ouvre pas totalement et c'est bien noir et dur. Et c'est ça qui fait que soit le coton a rempli un camion qui doit faire peut-être 20, 22, 25 tonnes. Quand ça va à la bascule, on trouve que ça fait peut-être 15 ou 16 ou 17 tonnes. Et on commence par appeler pour dire non, Sodeco a réglé la bascule et ceci, cela. C'est ça aussi qui fait que quand le coton est déprécié, au lieu que ce soit du premier choix, on l'achète au second choix. Alors que quand c'est au second choix, ça diminue de 50 000 francs par tonne. À cause de ce dernier traitement seulement que nous négligeons. Donc, je les invite à traiter les produits dans leur temps pour que la campagne qu'on a commencée puisse bien se terminer.
C'est bien compris certainement par les producteurs. Si on vous résume, c'est que vous demandez aux producteurs d'utiliser le Bella et le Puro pour le traitement afin donc de finir avec les ravageurs. En ce moment, c'est la période où il faut utiliser le Bella et le Puro. Voilà, c'est bien compris. On parle cette fois-ci de la forte pluie que nous enregistrons ces derniers temps. La question est-ce que cette forte pluie n'a pas de répercussions sur le coton dans les champs? Bon, je crois que vous le comprenez avec nous. Hein. Nous ne sommes pas trop gâtés cette année avec le climat. C'est vrai qu'au démarrage, on avait besoin de beaucoup d'eau et on n'en avait pas eu suffisamment pour faire les emblavures telles que nous les avons projetées. Bon, on a fait ce qu'on a pu et puis voilà, après, on avait besoin un peu aussi de l'eau pour maîtriser les parasites, pour faire baisser la pression parasitaire. L'eau n'était pas au rendez-vous. C'est vrai, maintenant elle est venue, c'est tant mieux. Nous l'accueillons avec joie et nous remercions tous ceux qui ont prié avec nous pour que les pluies reviennent. Mais vous savez, je l'avais dit aussi une fois, le coton c'est une culture qui n'aime pas beaucoup de l'eau et quand ça devient trop, ça devient nuisible. Nous ne sommes pas encore dans le cas pour beaucoup. C'est vrai que certains, ça dépend des sols. Il y a certaines cultures en fait en tenant compte de leur sol qui sont déjà un peu dérangées. Mais pour l'instant, je crois que les inondations ne sont pas encore au rendez-vous. Et on va prier que les choses se passent de façon modérée pour que jusqu'à terme, on n'enregistre pas autant d'inondations que nous les en avons enregistrées par le passé. Mais c'est à craindre quand même. C'est à craindre. Absolument. La faute plus. C'est à craindre. Au cours de nos différentes grognes, Abdrahim Traoré Djibril, il est souvent dit que certains produits phytosanitaires sont inefficaces et même périmés. Qu'en dites-vous? Je crois que les producteurs, ils sont dans leur rôle. Hein, et nous ne les en voulons même pas pour ça. Ouais. Parce que c'est, après tout, c'est eux qui justifient nous notre existence. Quand on dit notre existence, c'est en termes d'encadrement. Le produit dont il parle le plus ici, c'est le Jacobia. On en a suffisamment parlé. J'ai dit ici, dans ce même studio, qu'il y a un ravageur nouveau qui est apparu dans les cotonniers depuis la campagne dernière, qui ont fait que des pays qui produisent le coton ont eu à peine la moitié de leur production. La Côte d'Ivoire que vous voyez, c'est un pays agricole. C'est un pays qui ne fait pas moins de 500 000 tonnes de coton par an. L'année dernière, ils n'ont eu qu'à peine 200 et quelques mille tonnes. À cause de ce ravageur-là, le Mali est souvent deuxième derrière le Bénin quand on est premier, avec autour de 700-600 000 tonnes de coton. L'année dernière, même, on a discuté la tête avec eux, pratiquement. C'est à quelques détails près. Mais la campagne dernière, le Mali a fait à peine 300 000 tonnes de coton, à cause de ce ravageur-là. Ne parlons pas du Cameroun, du Tchad, du Burkina Faso et même du Togo qui est à côté de nous. Le seul pays qui s'est en sorti miraculeusement et grâce à Dieu, nous sommes un pays béni et nous devons remercier Dieu chaque fois que nous prions pour ça. C'est que ce ravageur est arrivé chez nous un peu tard. C'est-à-dire il est arrivé à un moment où les producteurs avaient déjà commencé par faire la récolte. Donc son dégât n'était pas trop grand. Il y a aussi la qualité des produits et la qualité de l'encadrement que nous avons apporté à ces producteurs qui ont fait que le Bénin était loin devant les autres pays. Mais c'est que cette campagne, le ravageur était déjà dans notre pays. Il était déjà partout. On a demandé quel est le produit qui peut le maîtriser. Le seul produit que nous avons, en fait, parmi les produits, ce n'était pas le seul, je m'en excuse, mais parmi les produits qu'on nous a proposés, celui qui nous paraissait le plus indiqué, c'était le Jacobia. Parce que la recherche nous avait indiqué que non seulement il va maîtriser le ravageur en question, qui est très dangereux, plus dangereux même que les ravageurs que nous connaissons d'habitude, mais c'est qu'il va aussi maîtriser les autres ravageurs auxquels nous sommes habitués. On avait quoi à faire d'autre que de suivre ce que la recherche nous a recommandé. Nous avons commencé avec l'ingénieuse idée que l'État bénin a eue d'offrir gratuitement à tous les producteurs du Bénin le premier traitement qu'on appelle le T0 à 15 jours après levée. Ce qu'ils ont fait, le premier traitement normal devait intervenir le 35e jour après levée. Ils l'ont fait, mais c'est que là déjà, à partir du premier ou deuxième, entre le premier traitement normal et le deuxième traitement normal, il est apparu les hélicoverpas et les autres ravageurs auxquels nous sommes habitués, qui ne sont plus maîtrisés par ces produits. Mais ce que nous devons reconnaître, et là nous félicitons énormément nos producteurs, c'est qu'ils nous ont vraiment suivis là. Mais les jacides là, qui sont très dangereux et qui ont fait que tous les autres pays ont perdu leur production de moitié tout au moins,
et qui continuent de pleurer encore cette année parce qu'ils n'ont pas eu la même idée que le Bénin pour faire les traitements T0, T1 là. Mais ce ravageur là au Bénin actuellement est maîtrisé totalement. Je dis presque totalement parce qu'il n'y a pas de maîtrise totale. Mais c'est qu'on n'en parle même plus. Donc ce produit a déjà fait son travail à une bonne part. Mais l'autre part, c'est que les autres ravageurs auxquels on était habitués là n'ont pas été maîtrisés. Et lorsqu'ils l'ont dit, nous sommes descendus sur le terrain, nous avons fait le constat avec eux. Et très rapidement, en moins d'une semaine, je dis en moins d'une semaine, on a mis à leur disposition les produits efficaces pour pouvoir aller contre ces ravageurs-là. Et aujourd'hui, là, je crois que la situation est sous contrôle. L'autre produit qui est incriminé, donc je vais là finir pour dire, les Jacobia qui sont avec eux là, ce n'est pas évident qu'on les fasse payer ce qu'ils n'ont pas utilisé. Ce qu'ils n'ont pas utilisé, on ne peut pas les faire payer ça normalement. Donc on les fait garder ça parce que on ne sait jamais quand est-ce que le four rentre dans le marché. Les jacides dont nous parlons là, que nous disons nous avons maîtrisé là. Si aujourd'hui on les ordonne à ramener ces produits là au magasin de Sodeco et que demain il y a apparition de ces mêmes jacides là, ils ne seront pas fatigués eux-mêmes de venir avec des cartons de produits déposés et venir les chercher chaque fois. Donc nous, ça ne nous gêne pas que ça reste dans leur magasin, mais dès que la campagne va être terminée et qu'on va se rendre compte qu'ils n'ont pas utilisé, on va faire le point, on va faire le retour de stock. Maintenant, l'autre produit qui a été beaucoup décrié aussi, bon enfin pas beaucoup, mais qui se décrit de temps en temps, c'est l'engrais SSP. Bon là nous sommes un peu nuancés, parce que c'est une première fois que nous l'utilisons. Et malheureusement, je dirais ça comme ça, nous l'avons utilisé dans des conditions climatiques difficiles. C'est un engrais qui certainement va nécessiter beaucoup d'eau parce qu'il est solide et il faut le mettre même avant de semer ou plus pendant les semis. Et il faut que ça soit arrosé pour fondre avant d'être utile aux plantes. Bon, en ce moment-là, on n'a pas eu suffisamment de pluie. Ce n'est que maintenant que les pluies ont repris. Est-ce que c'est parce que l'engrais là n'est pas bon qu'on n'a pas eu son effet attendu? Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'eau pour les faire fondre qu'on n'a pas eu l'effet attendu? Bon, moi, je pense que la question reste ouverte et on aura le temps d'apprécier. Merci à vous, Djibril Abdourahim Djibril Traoré. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos partenaires privilégiés pour les rassurer en guise de mot de la fin? Non, ce que je vais dire pour finir, je l'avais dit tantôt, c'est la veille phytosanitaire dans laquelle nous sommes présentement, qui ne baisse pas du tout les bras. Nous avons le contrôle de la situation, comme je le disais tantôt, et qui ne se cramponne pas à un seul produit parce qu'il a été efficace pour un ravageur. Il ne sera pas efficace pour tous les autres ravageurs. C'est pour cela qu'à l'heure où je les parle, dans ma coordination par exemple, bon, on devait disposer de 63 000 flacons au moins de produits binaires acaricides, mais c'est seulement 5 000 qui ont été retirés. Donc je les appelle à venir rapidement au niveau de Sodeco pour prendre les Bella et les Pyro. Ça paraît extrêmement important. Et de commencer par se préparer pour la deuxième génération de Helicoverpa qui va venir dans quelques semaines, courant fin septembre. Et aussi de faire l'effort cette fois-ci de traiter le gamma, c'est-à-dire c'est le Thunder ou bien le cotonus pour le 7e traitement. Lorsque ça va se passer ainsi, malgré toutes les difficultés que nous avons égrenées ici, il n'est pas question que nous puissions sortir avec une très bonne campagne en fin de compte et chacun aura son compte, y compris Dialogue FM. Merci à vous, Abdourahim Djibril Traoré. Je rappelle que vous êtes le coordinateur ici Sonsoro. Vous êtes notre invité ce matin. On a fait donc le point sur les assemblées générales que vous devrez organiser très très bientôt, assemblée générale extraordinaire et ordinaire. Et nous avons également abordé la question liée au traitement phytosanitaire. Merci de nous donc donner de précisions sur tout ceci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire très rapidement avant de vous laisser partir? Non, je vais m'en vouloir si je ne remercie pas spécialement Dialogue FM pour tout ce qu'ils font pour nous, pour ce qu'ils font pour les producteurs, le partenariat qu'il y a entre vous et nous. Je crois que c'est un partenariat très dynamique et je tenais sincèrement à le souligner ici. Ça fait déjà près de 4 ou 5 fois que je suis reçu ici en moins de 3 mois. Je crois que ça mérite d'être souligné. Merci donc pour ce témoignage qui nous va droit au cœur. Merci à vous, Abdourahim Traoré Djibril, et bonne journée à vous. Merci à vous pareillement.